Bonjour à tous, on est ensemble ce matin, en ce vendredi 19 janvier 2024, pour le CQFR, pour discuter de l'actualité de la nuit, c'est-à-dire les 5 matchs qui se sont déroulés en NBA, mais aussi les quelques rumeurs qui commencent à fleurir. Alors il y a déjà eu des trades avant la fameuse deadline du 8 février, notamment celui de Pascal Siakam vers Indiana dont on a discuté hier matin avec Antoine dans le CQFR. Antoine a d'ailleurs écrit un article que je vous recommande sur Basket Session pour décrypter ce trade, pour expliquer pourquoi de son point de vue c'était un move très intéressant pour Indiana et pour Pascal Siakam notamment. En attendant, il y a quand même juste des rumeurs pour l'instant qui nous intéressent. Elles concernent Evan Fournier. Forcément, on a tous envie de savoir ce qui va advenir d'Evan à quelques mois des Jeux Olympiques, étant donné que c'est quand même un membre important de l'équipe de France. Evan qui joue très peu cette saison à New York. On sait qu'il espère lui aussi un trade, on l'espère pour lui. Alors il se trouve qu'il a joué cette nuit. Il a joué 6 minutes dans le premier quart-temps lors de la victoire des Knicks contre les Wizards 113-109. Ça n'a pas été particulièrement concluant, il n'a pas mis ses shoots, mais il est sorti du placard, entre guillemets, en l'absence de Josh Hart notamment. Et Tom Thibodeau, je pense pas, ne compte pas subitement sur lui, mais au moins il a pu se dérouiller les jambes et se rappeler aux gens qu'il existait. Parfois c'est aussi bête que ça, mais on espère que certains GM seront inspirés et voudront le sortir de là. Et les rumeurs dont je vous parlais, elles concernent donc Evan, elles concernent la volonté des Knicks de se renforcer en utilisant l'asset qu'est Evan dans un hypothétique trade. Donc d'après les informations de Michael Scotto de Hoops Hype, les Knicks proposent un package autour d'Evan Fournier, de Quentin Grimes. Ça fait plusieurs jours qu'on entend que Quentin Grimes est aussi sur le trading block, et d'un choix de draft. Ce serait ça le package pour espérer ramener un joueur. Donc les noms qui sont sortis pour le moment par Michael Scotto, c'est Terry Rozier des Charlotte Hornets, Malcolm Brogdon des Portland Trail Blazers et Alec Burks de Détroit, qui seraient donc dans le viseur de New York. Alors c'est des joueurs pour certains qui ont ce profil d'energizer offensif qu'on imaginait un peu pour Evan quand il arrive à New York, ou en tout cas ce qui serait une version intéressante pour les Knicks de notre point de vue. Mais encore, comme on l'a dit pas mal de fois avec Antoine Théo, je pense que la destination importe peu. Evan a besoin de jouer et pas que 6 minutes lors d'un premier carton avant de ne plus rentrer dans le match, comme ça a été le cas cette nuit. Il a besoin d'une équipe qui compte sur lui, même si c'est pour un temps de jeu inférieur à ce qu'il a connu par le passé à Orlando notamment. Et on a envie qu'il retrouve une situation plus confortable, parce que c'est délicat, il y a un cadre de ton équipe nationale et tu ne joues pas. On sait qu'en plus il y a la volonté de... Alors, je ne dis pas que les statuts ont disparu totalement en équipe de France, on n'en est évidemment pas là, mais il y a la volonté de remettre un peu de concurrence et d'ouvrir peut-être un peu plus le groupe qui restera en France pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc on souhaite qu'Evan, avant la deadline, le plus tôt possible, retrouve une situation, et ça pourrait donc se débloquer prochainement si les Knicks arrivent à utiliser ce package, je le répète, autour d'Evan, de Quentin Grimes et d'un choix de draft. À voir donc si les noms évoqués sont ceux-là, sont Rozier, Brogdon et Burks. Evan pourrait donc être à Charlotte, Portland ou Détroit. Sur le papier, ça fait pas rêver, c'est évident, mais c'est du temps de jeu, c'est une situation qui reste plus avantageuse en termes d'exposition et même juste d'épanouissement, je pense, sportif pour Evan. L'autre actualité, alors c'est pas une actualité brûlante, c'est juste que je voulais en parler un peu parce que j'ai trouvé l'interview vraiment intéressante. Antoine Rigaudot, qui est très très rare dans les médias, qui est quand même une légende du basket français et du basket européen, a donné une interview à Squeak, et je voulais vous conseiller d'aller la voir. Elle n'est pas très très longue, mais en sachant que sa parole est rare, justement, tout ce qu'il dit est très intéressant, et c'est intéressant d'avoir le regard d'un monstre sacré du basket français sur des sujets comme l'équipe de France actuelle pour les Jeux Olympiques, comme l'avènement de Victor Wembanyama. Il évoque aussi des souvenirs de sa carrière, son passage éclair et forcément pas très réussi en NBA, mais aussi toute l'aventure qu'il a eue avec Bologne qui est magnifique. Hein. Si vous suivez le basket depuis peu, je vous invite à lire, on a déjà écrit dans les MOOC sur Antoine Rigaudot, mais à lire des choses sur lui, à aller regarder des matchs de l'époque. C'était un joueur phénoménal. Et il parle aussi notamment de sa relation avec Manu Ginobili, qui est d'après lui le meilleur joueur avec lequel il a joué. Et donc je vous recommande cette interview où il parle de Victor Wembanyama sans être dans l'angélisme qu'on peut même nous parfois avoir en se disant que Victor sera le sauveur de l'équipe de France après le naufrage du dernier mondial. Il explique que il faut pas lui donner les clés immédiatement, il faut qu'il arrive à les prendre par lui-même.
en termes de leadership notamment, que c'est pas parce que c'est Victor Wembanyama et que c'est le numéro 1 de draft, que c'est un joueur extrêmement prometteur, qu'il faut tout de suite lui donner les clés. Il faut que lui affirme son leadership et montre qu'il mérite, entre guillemets, ces fameuses clés. Alors ça veut pas dire qu'il pense que c'est pas la solution au problème des Bleus, hein, mais c'est intéressant de voir le regard d'un glorieux ancien du basket français à ce sujet. Pour les petites actualités que je voulais évoquer, il n'y a pas eu d'énormes rumeurs pour le moment sur d'autres dossiers. En tout cas, elles ne concernent pas des Français ou des joueurs majeurs pour le moment. Il y avait donc des matchs cette nuit en NBA, comme toutes les nuits. Il y en avait 5, on va les évoquer ensemble. Je vous le disais, les Knicks ont dominé les Wizards 113-109. Encore une fois, Jalen Brunson a montré que c'était le vrai patron de cette équipe. Les Knicks qui donc ont relancé Evan Fournier, comme je disais, 6 minutes, ça n'a pas été très très concluant, 0 sur 4 pour Evan O'Tyr, mais Jalen Brunson, encore l'homme du match, 41 points, 8 passes, 8 rebonds pour guider les Knicks vers le succès, 18 points dans le quatrième quart-temps qui ont fait basculer une rencontre qui était un peu plus accrochée que ce qu'auraient aimé les Knicks, je pense, notamment parce que Jordan Poole et la nouvelle recrue Marvin Bagley ont fait de leur mieux pour rendre ce match un peu accroché, mais les Knicks ont quand même fait respecter la hiérarchie contre l'une des équipes les plus faibles de NBA. Et donc Jalen Brunson, qui est peut-être le MVP de la nuit, hein, je pense, avec les stats qu'il a posés et l'impact qu'il a eu sur le match, 41 points, 8 passes, 8 rebonds, c'est assez énorme. On peut ensuite parler peut-être de la victoire des Minnesota Timberwolves à nouveau qui tiennent bon en tête de la conférence Ouest. Eux aussi ont eu un match un peu compliqué, plus compliqué je pense que ce qu'ils espéraient aussi. Alors c'était contre Memphis qui, malgré les blessures en pagaille, les absences, avaient réussi à accrocher, à battre les Warriors il y a quelques jours. Là, ils sont pas allés aussi loin que ça, mais ils ont quand même posé des problèmes à Minnesota. Il a fallu un quatrième carton assez costaud de la part des Wolves. Ils ont fini à 37-17 dans le quatrième carton. Il a fallu cette accélération avec notamment Anthony Edwards qui a marqué 26 de ses 28 points en deuxième mi-temps. Rudy Gobert en double-double, 17 points, 10 rebonds et 6 contres. Nasri de 20 points, Mike Conley 17 points, 10 passes. Donc une nouvelle victoire des Wolves pour conserver la tête. Dans ce match, il y a un truc qui m'a un peu amusé et en même temps un peu déconcerté, je dois dire. Je suis toujours assez fasciné par la propension qu'ont les équipes et les joueurs à provoquer Rudy, à vouloir lui rentrer dedans. On a vu avec Draymond Green, on a vu avec d'autres adversaires depuis qu'il est en NBA. Alors je dis pas que Rudy est un ange sur le terrain et que c'est anormal que des joueurs essayent de faire des défis, des duels avec lui. Mais ça arrive quand même très souvent et je suis intrigué par le pourquoi. Il faudrait demander à d'autres joueurs pourquoi est-ce qu'ils vont dans ce registre-là avec Rudy. Ça a été le cas de Santi Aldama cette nuit, avec une espèce de revival de rivalité franco-espagnole où les deux sont bien cherchés. Il y a eu du trash talk, particulièrement de la part d'Aldama, des regards. Rudy, après un contre sur Aldama, l'a un peu toisé, ils se sont bousculés. Ça a rappelé des bons souvenirs, on va dire, voilà, entre un Espagnol et un Français. Même si les rencontres entre la France et l'Espagne sont généralement pas des très bons souvenirs pour nous fans de l'équipe de France, mais bon, Rudy a bien répondu au défi finalement, hein, de double-double et 6 contres pour sa part cette nuit. Dans ce match, il y a aussi eu l'une des actions de la nuit, peut-être l'action la plus marquante de la nuit, où Anthony Edwards a réussi un dunk en se passant lui-même la balle contre la planche, en partant d'assez loin. Hein. Il n'était pas sous le panier, il n'a pas fait rebondir le ballon contre la planche pour dunker, il était assez loin, il était dans une situation dont il ne pensait pas pouvoir se dépêtrer, et il a réussi cette action qui me rappelle toujours Tracy McGrady lors du All-Star Game dont l'année m'échappe. Antoine est meilleur que moi sur les années, mais qui m'avait pas mal marqué quand j'étais ado. Et donc il y a eu cette action marquante et Anthony Edwards il sort des actions spectaculaires tous les soirs en ce moment. Je trouve qu'il monte en régime lui aussi. On avait ensuite, on peut parler du match de la fin de série du Jazz. On a parlé du Jazz ces derniers jours dans les équipes peu médiatisées, dont on parlait peu, mais qu'il fallait forcément évoquer vu leur série de victoires, vu la manière dont ils sont sortis des moins bonnes places pour se mêler à la course au play-in. Le Jazz a enfin perdu, entre guillemets, très logiquement contre OKC, qui est l'une des meilleures équipes de la ligue. Et pourtant, Utah a encore montré un visage intéressant, conquérant, et a posé des problèmes à OKC. OKC qui avait pris les commandes très tôt dans le match, notamment avec Shai Gilgeous-Alexander, qui a été très agressif,
sans doute peut-être pour se remettre un peu en confiance après 2 matchs un peu plus maladroits. Et là, il a été sur la ligne 17 fois. Il a fini à 15 sur 17 sur la ligne. Mais malgré ce bon début de match, le Jazz est revenu avec le duo Markkanen-Sexton. Markkanen 26 points, Sexton 31 points. Colin Sexton lui aussi qui fait une saison étonnante parce que c'est un joueur sur lequel peut-être on comptait pas à ce niveau. On savait qu'il avait du talent, on l'avait vu à Cleveland, on l'avait même vu un peu à Utah. Mais là, il est en train de franchir vraiment un palier et il est vraiment excellent, tout simplement excellent avec le Jazz. Et lui aussi signe l'une des actions de la nuit sur un dunk Tony Truant entre Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Une action très spectaculaire encore qui était en fin de match en plus quand le Jazz a réussi à réduire l'écart. Mais dans le money time, Chet Holmgren a été décisif avec un contre et un lancer qui a plié l'affaire. Bon match également de Cason Wallace, 16 points, c'est son record personnel. Et un double-double de Josh Giddey. C'est Jalen Williams qui a tenu la baraque dans le 4e quart-temps. On a un peu moins vu Shai. Et Jalen Williams a marqué 11 de ses 27 points dans le 4e quart-temps. Il restait 2 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait, on peut parler des Bulls, les Bulls qui se sont imposés à Toronto, avec le trio Vucevic, DeRozan, Kobe White. Les 3 ont fini au-dessus des 20 points, avec Vucevic particulièrement polyvalent, 24 points, 14 rebonds, 7 passes. DeRozan 24 points, Kobe White 23 points. Ça faisait 4 fois de suite que les Bulls perdaient à Toronto. Et là, malgré la blessure à la cheville de Zach LaVine, on espère que c'est pas grand-chose, autant pour les Bulls que dans l'éventualité d'un trade qui est toujours d'actualité, je pense. On espère que c'est pas grand-chose. Il est revenu dans le match. Chicago a tenu bon contre un adversaire qui était forcément maintenant privé de Pascal Siakam, il faut s'habituer, qui vient d'être tradé aux Pacers. Et donc les Bulls se sont imposés, je vais vous donner le score tout de suite, 116-110 sur le parquet des Raptors. Les Pacers, on parlait des Pacers avec Siakam, les Pacers qui ont encore gagné sans Siakam, qui est toujours pas activé, toujours pas installé à Indiana, mais ça ne saurait tarder. Ils ont réussi un très joli coup en allant gagner à Sacramento. Alors j'allais dire c'est jamais facile, c'est un peu plus facile cette année, j'ai quand même l'impression que les Kings à domicile sont moins dominants, peut-être que ça changera une fois les playoffs ou le play-in venu. Mais Indiana, privé de Tyrese Haliburton, privé d'Andrew Nembhard aussi, d'Aaron Nesmith, malgré ça ils ont toujours les ressources pour sortir des performances collectives de qualité, et ça fait une 10e victoire en 13 matchs pour Indiana. Indiana qui s'est imposé 126 à 121. Malgré le record en carrière de Kevin Huerter, 31 points à 7 sur 12 à 3 points, malgré le 12e triple-double de la saison pour Domantas Sabonis qui fait une saison statistique assez énorme, et pourtant sa place au All-Star Game n'est pas assurée. Moi je pense, alors, on n'en a pas discuté encore, on n'a pas arrêté nos équipes personnelles, mais Sabonis quand même il fait une saison redoutable, et ça me semblerait presque injuste de pas le mettre compte tenu de ce qu'il fait et de la manière dont il pilote cette équipe des Kings, qui est De'Aaron Fox est le joueur le plus marquant de l'équipe, c'est le franchise player, on va dire ça. Mais Sabonis quand même, c'est un métronome. Tous les soirs, il score, il passe, il prend des rebonds. Je trouve quand même qu'il faudrait en parler un peu plus de Sabonis. Les Pacers ont mené 13 points à la pause et ont géré l'avantage ensuite. Les Kings avaient l'opportunité de revenir quand même en fin de match. De'Aaron Fox a eu un shoot pour égaliser à 10 secondes de la fin, mais n'a pas fait mouche. Et donc Indiana qui l'emporte avec, je ne l'ai pas mentionné, mais TJ McConnell, qui est un des joueurs un peu sous-cotés que j'aime beaucoup en NBA, qui prend vraiment la relève d'Haliburton dans ce rôle de créateur, de playmaker, de scoreur aussi quelque part, parce qu'il met 20 points, 10 passes. Bénédicte Mathurin aussi, bon match, il a réussi à augmenter sa production là en l'absence d'Haliburton. Je pense que c'est important que lui fasse cet effort-là offensif, et donc là il finit avec 25 points. Et les Pacers qui continuent de se maintenir dans le haut de la conférence Est, et malgré l'absence d'Haliburton, ce qui est quand même assez intéressant, voire bluffant. Et pour rester sur Haliburton est dans le 5 virtuel de l'Est, en tout cas après le vote des fans. C'était le dernier point, je crois il vous reste 2 jours pour voter pour les titulaires que vous voulez voir au All-Star Game. Et Haliburton est en tête chez les guards de la conférence Est, ce qui donnerait pour l'instant, sans inclure le reste des votes, pour l'Est, un backcourt Tyrese Haliburton, Trae Young, qui est bien remonté, Trae Young, dans les intentions de vote, avec Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Donc pour l'instant, sans l'impact des médias et des joueurs eux-mêmes, pour l'instant ça donne ce 5-là à l'Est. On a eu celui de l'Ouest aussi,
qui a franchement fière allure. On a Luka Doncic, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant et Nikola Jokic. Donc ça ferait un très très beau match théorique sur le papier. Après, on sait que c'est le All-Star Game. Ces 2-5 sont peut-être amenés à bouger s'il peut y avoir des réajustements avec les prochains votes. Mais pour l'instant, ça donnerait ça. Et ensuite, vous savez que ce sont les coachs qui désigneront les remplaçants, ceux qui participeront donc à ce All-Star Game à Indianapolis. Sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube. Demain matin, le CQFR du samedi, qui est un peu notre mailbag où on répond à vos questions. Vous avez un Mob Deep aussi, retour du Mob Deep aujourd'hui ou demain. Vous verrez sur la chaîne Gaieté, probablement aujourd'hui, cet après-midi. Et voilà ce que vous pouvez consulter sur la chaîne. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. On se retrouve donc demain matin pour le CQFR et sinon lundi pour un nouveau CQFR le matin avec cette fois Antoine. Bonne fin de semaine à tous et bonne journée.